Je vais consacrer cette vidéo à un écrit de Freud sur un personnage qui ne demande pas à être présenté. Léonard de Vinci, le grand génie de la Renaissance italienne. C'est un écrit intitulé « Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci » qui se situe en 1910. C'est un écrit important parce que Freud va reprendre des concepts qu'il est en train de développer et profiter pour les élargir, leur donner plus de consistance et également présenter un concept ou deux concepts nouveaux. Dans cet écrit, Freud va essentiellement donner une explication à ces trois aspects très connus de Léonard de Vinci. Le premier, c'est que Léonard de Vinci avait eu différentes périodes dans le monde de l'art en tant qu'artiste. Il y a eu des périodes où il avait produit beaucoup, d'autres périodes où il produisait presque rien et quand il commençait une toile, eh bien, il la terminait plus. Il y avait une forte inhibition, dit Freud. Le deuxième aspect est l'aspect peut-être le plus important de Léonard de Vinci. C'est son génie de chercheur dans tous les domaines, cette pulsion à connaître, à savoir, à découvrir. Et troisième aspect, c'est la vie sexuelle de Léonard de Vinci, vie dont on sait très peu. On parle de Léonard de Vinci comme un homosexuel platonique, mais on a très peu de données, même Freud n'arrive pas à trouver des détails au sujet de sa vie sexuelle, c'est-à-dire de sa vie concrète sexuelle. Nous allons voir que ces deux derniers aspects, cette grande pulsion à savoir, à connaître, à découvrir et son homosexualité platonique, vont être reconduits à la relation entre Léonard de Vinci et sa mère. Le premier aspect, celui-là de la vie artistique de Léonard de Vinci, va être reconduit à la relation entre Léonard de Vinci et son père. Commençons par la relation entre Léonard de Vinci et sa mère. Le titre de cet écrit, Un souvenir d'enfance, eh bien, se réfère à cette partie-là. Et quand Freud parle de souvenirs, quand nous dit Freud, impatient, vous raconte un des rares souvenirs qu'il a de son enfance, eh bien, sachez que, dit Freud, là, vous aurez, comme dans un rêve, une série de matériels qui vont se relier à ce souvenir. Et peut suivre aussi la même dynamique du rêve, c'est-à-dire il y a aussi un aspect de formation, de création et de condensation, déplacement. Ce souvenir de Léonard de Vinci, ce souvenir d'enfance, eh bien c'est un souvenir qui remonte au berceau. Lorsque un vautour se pose sur le berceau et avec la queue ouvre la bouche de Léonard de Vinci et donne des coups de queue sur la bouche du bébé Léonard de Vinci. Là, Freud commence à présenter un peu l'évidence
qu'on se trouve face à un souvenir où l'aspect oral, l'aspect de plaisir oral est assez évident. Et l'aspect oral nous reconduit au plaisir oral du bébé, le plaisir de sucer le sein de la mère. Et le vautour pourrait bien être un représentant de la mère. Et là, Freud fait un approfondissement au niveau de la mythologie égyptienne et va retrouver dans la mythologie égyptienne le vautour comme symbole de la mer. Et de la mer représentée sous une forme androgyne, une partie féminine, une partie masculine. À vrai dire, la partie masculine, c'est la mer qui a en soi aussi le phallus. Et là, le vautour, la queue du vautour serait donc à la fois le sein, à la fois un représentant du phallus, que pour Freud, le phallus, c'est le pénis. Attention, et c'est le grand reproche, la grande critique qu'on fera à Freud, Freud, en traduisant le mot qui correspond au vautour, se trompe de traduction. Le mot italien est nibbio, et le nibbio ne correspond pas au vautour, mais correspond à l'oiseau qui est le milan. Il y a une différence entre les deux. Donc, du coup, toute une série de rapprochements que Freud propose avec la mythologie égyptienne, ces rapprochements tombent. Ce qui reste tout de même, c'est cet aspect de plaisir oral, et donc de plaisir que ce souvenir, sous forme d'un rêve, tout compte fait, ce souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, va condenser, va solliciter la phase orale. Et dans cette phase orale, certainement, au départ, c'est le sein qui peut ensuite être une équivalent du pénis et donc du phallus. Donc, ce milan peut représenter tout de même, malgré la traduction qui ne correspond pas, peut correspondre, selon la théorie de Freud, à la mer. Du côté de la biographie, on sait que Léonard de Vinci est un film illégitime et qui a été grandi pendant les 3 premières années et resté avec sa maman. Le papa n'était pas présent, donc un père absent. Il est resté avec sa maman, il y a eu donc une relation très intense avec sa mère. Et cette relation très intense qui au départ est marquée par une phase orale, se poursuit par des rapprochements très intenses avec la mère. Et c'est là que Freud va reconduire ce qui va se présenter bien après comme homosexualité. Là, l'enfant va avoir donc comme investissement très important la mère, présence très forte la mère, et donc aura du mal à déplacer l'investissement sur d'autres femmes. Mais comment va se poser alors les relations avec les autres personnes? Dit Freud, là, l'enfant va s'identifier à la mère, de sorte que la relation reste avec la mère, sous forme d'identification, mais elle reste. Et va investir les hommes comme la mère investissait lui-même. Et les hommes vont être un reflet de soi-même. Et là, Freud, va introduire ce terme de narcissisme
Et va, chose qu'il ne va pas faire par exemple dans le texte pour introduire le narcissisme, va raconter en quelques lignes le mythe de Narcisse. Narcisse qui aime soi-même, qui aime son corps d'homme, pas de femme. Et donc c'est, dans le cas de l'homosexualité, la personne va aimer son propre reflet. Mais dans cette forme d'identification avec la mère, de sorte qu'il ne va jamais trahir sa mère. Il ne va jamais aller avec d'autres femmes, il ne va jamais, oui, trahir sa propre mère. Et donc, la relation à sa mère est par identification. Je vais prendre soin de mon compagnon comme le faisait ma mère, et mon compagnon est mon propre reflet. Voilà l'explication de l'homosexualité dans ce souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Attention, Freud va tout de même ajouter quelques réflexions qui vont être oubliées par les psychanalystes qui vont venir après. Il y a 2-3 choses à ajouter. Bon, vraiment, est-ce qu'on peut expliquer toutes les formes d'homosexualité avec cette explication, dit Freud? Non. C'est une forme d'homosexualité particulière. Il y en a d'autres. Ensuite, dit Freud, certainement, tous les enfants qui ont un rapport assez proche avec leur mère et le père est peu présent, sont ceux qui vont devenir homosexuels, eh bien, c'est une partie certainement très minime. Il faut évoquer d'autres facteurs. Et là, Freud évoque 2 facteurs. Un facteur qui doit être du côté des inhibitions, du côté de la sexualité, et l'autre aspect est au niveau de la constitution. C'est-à-dire que dès la naissance, il doit bien avoir une constitution, un aspect biologique, chimique, qui fait qu'une personne peut être prédisposée à ce type de choix d'objet. Et cet aspect de l'homosexualité de Léonard de Vinci, Freud le retrouve dans certains aspects de la biographie de Léonard de Vinci, dont on sait très bien qu'il n'avait pas eu de relation avec des femmes, et pas non plus avec des hommes, mais ce qu'on sait, c'est qu'il aimait être entouré de jeunes peintres très beaux. Voilà. Et il privilégiait, Léonard de Vinci, privilégiait la beauté par rapport aux capacités artistiques des jeunes. Preuve en est que parmi tous ces jeunes qui ont fait partie de son entourage dans le domaine de l'art, eh bien, n'ont pas laissé de traces au niveau de la peinture, au niveau artistique. Un détail important, c'est que Oskar Pfister, avec lequel Freud avait une correspondance, découvre dans le tableau de Léonard de Vinci, la peinture de Léonard de Vinci appelée Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant Jésus, on peut entrevoir le dessin d'un vautour, avec le bec bien présent. Et là, c'est bien d'un vautour qu'il s'agit. Donc, bien que Freud n'ait pas bien traduit le mot italien nebbio avec Milan, mais plutôt avec vautour, eh bien, dans le cas de ce tableau, c'est d'un vautour qu'il s'agit. Ce souvenir d'enfance qui est marqué par le Milan ou dans la peinture par le vautour, ou si on prend le terme de Freud, vautour, bien, va laisser des traces par après dans le futur Léonard de Vinci, chercheur, grand génie de la connaissance, qui va s'intéresser aux oiseaux et va s'intéresser
à l'énigme de comment est-ce qu'on peut reproduire, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes voler. Et donc, matérialiser, concrétiser, réaliser un rêve qui est celui-là de pouvoir voler. Revenons à l'enfance, la libido très investie envers la mère, qui se poursuit dans une libido, dit Freud, d'intérêt très fort, comme tous les enfants, envers la sexualité, d'où vient sur la naissance, sur d'où viennent les enfants, et sur tous les aspects qui concernent la sexualité. Et Freud avait déjà souligné, autre part, que cette connaissance, cette envie de connaissance que l'enfant a envers la sexualité va, quand l'enfant grandit, se transformer, en partie se sublimer, voilà, en pulsion à connaître, à une envie de savoir. Dans le cas de Léonard de Vinci, étant donné que, voilà, quand il sera grand, on sait de lui qui n'a pas de relation avec les femmes, mais qui est entouré par des jeunes très beaux dans son lieu de création artistique. Et on dit de lui on dit de Léonard de Vinci qu'il était un homosexuel platonique. On peut, dit Freud, alors bien arriver à la conclusion que Léonard de Vinci a réprimé, a refoulé toute sa libido homosexuelle. Donc, ce que Freud expliquait de sa relation avec la mère, de cette identification à la mère et d'investissement d'objets narcissiques, a été complètement refoulé. Et étant refoulé, de bien voir une possibilité, cette libido, de s'exprimer, de pouvoir pleinement s'exprimer, eh bien, elle pouvait s'exprimer elle s'est exprimée dans cette pulsion à connaître, dans cette envie de savoir, de découvrir constamment. Certainement, dit Freud, on ne peut pas tout expliquer avec cela, ce grand génie. Il doit bien avoir chez cette personne, chez Léonard de Vinci, à la fois une immense capacité à réprimer la libido qu'on ne retrouve pas chez d'autres, et cette immense à la fois envie, capacité à connaître qu'on ne retrouve pas chez d'autres. Et certainement, dans tout cela, joue beaucoup la Constitution. Voyons maintenant l'autre aspect, l'aspect de inhibition ou inconstance de Léonard de Vinci de produire des œuvres artistiques. Et nous disions au début de cette vidéo, cela, Freud va le reconduire à la relation avec son père. Alors, jusque 3, 4, 5 ans, il était avec sa mère. Après, on l'a enlevé de sa mère et il a été habité chez son père et chez la compagne de son père, la femme de son père, la nouvelle femme de son père. Et là, dit Freud, eh bien, il va nourrir une ambivalence qu'on connaît assez bien, dit Freud, qu'on a déjà vu autre part, cette ambivalence que le petit garçon a envers le père. Mais ici, c'est une ambivalence beaucoup plus prononcée. Parce qu'il y a cette relation très forte qu'il avait eue avec sa mère. Mais il y a tout de même toujours une ambivalence. Il y a à la fois donc un rejet du père, et à la fois cette imitation, cette identification au père. Eh bien, Léonard de Vinci, grandissant, lorsqu'il va s'identifier, il va avoir cette imitation, identification au père, il aura cette période de construction, de production artistique.
Là, c'est la partie masculine qui se présente. Et cette oscillation, cette inconstance, Freud va l'expliquer également au niveau biographique. Il va trouver des constants, il va trouver des explications. Lorsque Léonard de Vinci est adolescent et va commencer à produire beaucoup au niveau artistique, il est on va dire, sous il va connaître, il va être sous la protection de Lodovico il Moro. Et Freud dit, Léonard de Vinci va voir dans cet homme un remplaçant du père, une figure du père. Et c'est bien dans cette phase-là où il y a cette figure du père, où il y a cette forme d'imitation qui va l'amener dans cette forme masculine de production artistique. Ensuite, il y a cette protection qui va disparaître, et là commence toute cette période d'inconstance ou d'inhibition très, très forte. Et vers les 50 ans, il va connaître une femme, et là, il va reprendre à produire de nouveau des tableaux. Et là, ce sera parce que la femme qu'il va connaître va le ramener au visage de sa mère, et donc de vouloir reproduire le visage, l'expression de sa mère. Et c'est cette période qui va peindre Mona Lisa. Dans cette peinture Mona Lisa, on a beaucoup dit sur qu'est-ce que veut dire ce sourire de Mona Lisa. Ce sourire de Mona Lisa, souvent, on a lu dans ce sourire une ambivalence, une duplicité. D'un côté, il y a la tendresse de la femme, qui représente la tendresse, de manière générale, de la féminité de la femme, et l'autre facette du sourire de Mona Lisa est l'autre facette de la femme qui peut devenir cruelle, qui peut devenir très séductrice et là dangereuse, pour cette raison dangereuse. À la fois, certainement, c'est un grand plaisir pour l'homme, mais ça peut devenir aussi un danger pour l'homme. Et dans ces deux facettes du sourire de la femme qui est Mona Lisa, on peut reconduire les deux facettes de la mère, de comment il a pu vivre la mère, sa propre mère, le côté de tendresse, et le côté érotique, le côté d'une mère qui n'avait pas un mari, qui voyait son propre fils, son propre bébé, comme un remplaçant du mari, et donc de lui donner plein de bisous, plein de baisers. Et cela peut être vécu comme un danger d'être pris par la mère. Et on voit bien que, en parlant de ces deux aspects, donc du côté qui est reconduit à la relation avec la mère ou l'autre qui est reconduit au père, on retrouve également deux concepts importants de Freud qui ici sont développés. C'est la sublimation d'un côté, relation avec la mère, cette libido débordante qui va se poursuivre dans la libido envers la connaissance de tout ce qui tient à la sexualité pour ensuite s'exprimer dans la connaissance, dans la envie de connaître, dans la recherche, dans le découvrir. Et la sublimation, c'est bien cela, c'est que la libido au départ qui est investie, un objet qui tient, qui a des connexions avec la sexualité, après cette libido va ne plus avoir de connexion avec tout ce qui tient à la sexualité, va pouvoir s'exprimer. Et donc voilà la sublimation. Et du côté du père, là c'est l'inhibition. Plus tard, Freud reprendra ce mot en le présentant comme un concept dans inhibition, symptôme et angoisse. Inhibition qui tient en moi, qui va freiner des capacités du moi
à créer, à faire, à produire, à accomplir. Eh bien, voilà ce qui était pour ce texte de Freud très important, qui est Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.